bonjour de ma part et bienvenue. Moi, peut-être vous me connaissez déjà parce que depuis février à peu près, j'organise les événements et les webinaires pour Malte en France. Je m'appelle Ariane et je suis community developer. Et en fait, peut-être vous avez entendu un petit accent. Du coup, je suis allemande à la base et j'ai travaillé pour Malte en Allemagne pendant à peu près 1 an et demi. Et voilà, ça c'est notre agenda d'aujourd'hui. Peut-être si vous avez déjà été ou si vous avez déjà suivi d'autres webinaires de Malte ces derniers mois, vous allez reconnaître un peu les infos. Par contre, peut-être qu'il y a encore des gens qui ne sont pas encore inscrits sur Malte. Alors, ça serait important pour vous. Je vais vous donner 2-3 petites infos et des updates sur Malte. Après, on va avoir la présentation de Mathieu, notre speaker d'aujourd'hui. Et tout à la fin, on va avoir le temps de traiter toutes vos questions. Alors, qu'est-ce que c'est Malte? Vous pouvez aussi me laisser des petits commentaires si vous êtes déjà sur Malte, si vous avez des questions sur Malte, si vous êtes des freelances ou pas. Pour tout le monde qui ne connaît pas encore Malte, Malte est la plateforme de freelance numéro 1 en Europe maintenant. Du coup, ça a beaucoup grandi ces dernières années. Malte existe depuis à peu près 10 ans maintenant en France et ça a aussi ouvert des bureaux. On a aussi ouvert des bureaux en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique, en Espagne. Du coup, on a à peu près 600 employés maintenant en Europe. Et qu'est-ce qu'on fait chez Malte? En fait, Malte, c'est une plateforme où vous, en tant que freelance, vous pouvez trouver des projets avec des clients et on vous met en relation, en fait. Alors, du coup, en ce moment, on a à peu près 400 000 consultants indépendants sur notre site web. Et il y a déjà presque 300 000 missions effectuées avec succès sur Malte. Et en fait, qu'est-ce que vous pouvez trouver comme projet sur notre site? En fait, vous allez trouver des projets à long terme, des projets à court terme, vraiment comme vous voulez. C'est sur votre profil où vous pouvez tout mettre comme info. Et aussi, il y a plein de clients dans des industries différentes, comme vous voyez ici. On a des grands comptes, par exemple, des grandes entreprises comme L'Oréal, LVMH, dans biens de consommation, mais aussi on a des assurances, par exemple, comme Allianz. Et il y a aussi pas mal de petites startups. Du coup, ce qui vous intéresse, vous allez trouver ça sur Malte. Alors, ça, c'est tout de ma part. Je suis ravie de voir qu'il y a déjà pas mal de monde qui est sur Malte. Alors, de nouveau, bienvenue de ma part et bienvenue Mathieu. Merci de nous donner du soutien aujourd'hui. Merci beaucoup Ariane. Bonjour à tout le monde. Je suis ravi de pouvoir avoir un peu de temps avec vous. Merci aussi à Malte France pour m'avoir invité à présenter aujourd'hui. Je vais partager mon écran. Est-ce que je peux juste savoir, Ariane, si on le voit bien? Oui, très bien. On voit ton écran, oui. C'est très bien. Ok, super. Alors, allons-y. Rentrons dans le vif du sujet. Donc, comment gagner plusieurs heures par jour avec OpenAI et ChatGPT? Alors, je vais procéder en fait par juste expliquer pourquoi je suis là en fait et qui je suis. Moi, j'ai 38 ans, je suis une formation donc IT, je suis ingénieur et j'ai une expérience d'une grosse quinzaine d'années dans l'IT et particulièrement dans le conseil et donc la direction de business unit dans le monde de l'ERP, donc chez le leader de la tech en Europe et donc du SaaS d'entreprise. Sur un segment précis qui est donc les key accounts ou grands comptes en français, large accounts, notamment en Europe et en France. Donc, c'est vraiment des comptes du CAC 40 et équivalents dans les autres pays. Et donc, j'ai parlé à beaucoup d'intervenants de différents secteurs d'activité au cours de ma carrière. Et j'ai souvent remarqué qu'ils avaient en fait des challenges communs qui pouvaient être autour de l'organisation, du temps, et surtout d'être accaparés par beaucoup de tâches en fait qui ont peu de valeur ajoutée pour eux, et ça les privait en fait de se focuser, de se concentrer sur ce qui est vraiment important pour eux. Et fin 2022, j'ai été frappé par l'IA et notamment donc ChatGPT, Google Bard et autres qui sont arrivés un petit peu au grand public et qui sont arrivés un peu comme ça sans que c'était trop attendu. Et effectivement, j'en ai fait mon allié immédiatement.
Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je souhaite voilà, donner ma perspective sur comment ça va en réalité changer, je pense, radicalement la façon dont on va pouvoir, en tant que freelance, en tant qu'indépendant, même en tant que salarié, voilà, modifier la façon dont on a de travailler, dont on a de réfléchir et comment ça va évidemment nous aider. Le but du webinaire d'aujourd'hui, pour moi, c'est de vous donner en fait les clés pour que vous puissiez comprendre déjà et agir immédiatement, c'est-à-dire pratiquer de manière à ce que ça vous serve de façon concrète. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire voilà, de la théorie ou de reprendre tout ce qu'on peut trouver aujourd'hui sur le réseau. Il y a un buzz, il y a une actualité qui est immense, comme chacun l'a vu, je pense. Et donc, du coup, le piège, c'est un petit peu voilà, de passer son temps comme ça, à s'éparpiller, à chercher des infos, à grappiller. Et du coup, on n'avance pas. Et vraiment, pour moi, ce qui est important, c'est voilà, de vous donner les clés de façon à ce que vous puissiez tout de suite comprendre et peut-être prendre un petit peu de temps au début, mais ensuite, vraiment, ça vaut le coup de pratiquer, de regarder les tâches qui peuvent être soit déléguées, soit automatisées, soit augmentées, c'est-à-dire qu'on va continuer à les faire, mais on va être assisté, on a comme un super pouvoir, ou amélioré. Pratiquer tout de suite, et je prévois de vous montrer ça sur l'outil immédiatement après quelques explications voilà, en live, et de prendre évidemment des questions si on peut. Le but ultime de tout ça, c'est vraiment qu'en tant que freelance, vous puissiez rester focus et avoir plus en fait de temps et d'énergie à consacrer sur votre zone de créativité, la zone où vous souhaitez en fait vous développer, et avoir des moments de flow, c'est-à-dire des moments où vous ne voyez pas le temps passer parce qu'en fait c'est ça l'activité que vous voulez faire. Et ChatGPT et d'autres techniques que j'ai en fait un petit peu explorées peuvent et vont clairement vous aider à faire ça, c'est-à-dire à ne pas se disperser dans d'autres choses, mais à avoir le plus possible ce flow et ce focus. Alors, pourquoi j'ai pris le temps comme métrique ici? J'aurais pu prendre la rentabilité, j'aurais pu prendre le ROI, j'aurais pu prendre beaucoup de choses. En fait, j'ai pris le temps parce que tout simplement, je pense que pour effectivement les freelances, les indépendants et nombreux d'entre vous de la communauté Malte, c'est quelque chose qui est certainement par essence le plus important en fait. C'est-à-dire que on a tous un temps limité et ce temps-là, il va falloir l'utiliser. On a des challenges en tant que freelance qui sont, je pense, communs. J'essaie de un peu de les résumer ici. On a des attentes évidemment de clients qui sont fortes. Ça va amener à avoir un espèce de multitasking, beaucoup de choses à faire qui alternent. Donc, il y a un phénomène un peu comme ça de zapping, de déconcentration qui arrive. Et donc, il est courant pour les freelances de jongler avec plusieurs projets, plusieurs clients en même temps. Et donc, ça va se chevaucher, etc. Donc, ça rend encore plus compliqué, en fait, le temps, le fait de le découper, tout ça. Il y a énormément, donc, du coup, de périmètres qui débordent et parfois, on ne sait pas trop, est-ce qu'on travaille pour ce client-là, est-ce qu'on travaille, est-ce que c'est la veille, est-ce que c'est la vie personnelle. Donc, tout ça, c'est un peu mélangé maintenant. Et il y a eu aussi, effectivement, les confinements, le Covid, qui a donné un peu un nouveau paradigme, avec finalement maintenant beaucoup plus de moyens pour travailler à distance. Et voilà. Et donc, on a l'IA qui arrive là-dedans et on a énormément de distractions. Ça, je pense que vous connaissez mieux que moi, la distraction, les interruptions, les notifications, tout un tas d'applis dans tous les sens. Et il est quand même important de savoir à un moment donné se poser, savoir utiliser maintenant l'IA de façon un peu structurée, parce que vous allez voir que plus on la comprend, plus on sait jouer avec, plus on sait la pratiquer, plus ces résultats vont être vraiment pratiquement magiques au début, en tout cas spectaculaires. Et il y a effectivement ce bon vieux paradoxe du temps, c'est-à-dire on peut se dire, comme j'ai du temps dans ma journée, dans ma semaine, je vais en faire le plus possible. On peut aussi se dire, je vais au contraire essayer d'identifier ce que je peux faire moins, ou ce que je peux en tout cas faire, ou est-ce que je peux automatiser de manière à ce que moi je me concentre, ou est-ce que moi je vais passer moins de temps à le faire parce que je vais juste le vérifier, je vais le compléter, je vais partir d'une base en fait qui existe déjà. Au contraire, je préfère moi préparer une base et ensuite demander à l'IA de développer, d'itérer, de me préparer beaucoup plus de qualité, beaucoup plus de valeur. Voilà. En tous les cas, on va devoir identifier rapidement ce qu'on fait moins. D'accord, c'est un peu le paradoxe du temps, de ne pas faire plus, mais identifier ce qu'on va enlever, en fait, de manière à avoir plus de temps pour ce fameux focus. Alors, j'ai demandé à ChatGPT avant le webinaire, là, vous voyez, de me préparer ce qu'on appelle un nuage de mots autour, en fait, de ce qu'on entend de lui en ce moment. Et alors, c'est intéressant, et j'aime bien commencer par ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, on voit
un bon résumé de l'ambiance générale de tout ce qui se passe autour des modèles comme ça, qui sont de type large langage, de type comme ça préentraîné. Donc, on parle de ChatGPT aujourd'hui, mais une partie de ce que je vais vous dire est applicable aussi à de nombreux autres, de Google, de Microsoft Bing AI, d'autres qui arrivent ou qui vont arriver. Et en fait, vous voyez, aujourd'hui, on entend ça un petit peu. Si on prend des gens dans le grand public, on va entendre des choses qui sont très variables et très extrêmes. On va avoir des gens qui trouvent ça magnifique, vous voyez, magique, hype, ça va changer le temps, c'est magnifique, c'est une menace, il y a du chômage, il y a le grand remplacement des postes dont on entend parler. En fait, ça ne remplace pas, mais ça va combler un manque, créativité, conscience, est-ce qu'il y a une conscience naturelle, incohérente, prédictive, ouais. Donc, vous voyez, c'est intéressant parce qu'en fait, on voit déjà là, rien qu'en regardant, en lui demandant qu'est-ce que sont les 10 ou 50 mots qui sont classés là par occurrence dans l'actualité, on voit tout de suite, en fait, que ça reflète bien la tonne d'informations et on se dit tout de suite, en fait, le challenge avec ce nouveau monde-là des IA grand public, c'est pas d'avoir le plus d'infos possible, c'est pas d'aller m'abonner à tous les RSS, YouTube, TikTok, ce que vous voulez. C'est pas ça, parce que là, en fait, l'information, on en a déjà. C'est surtout qu'il va falloir, en fait, comprendre et appréhender ça. La première notion, je pense, qui est importante, c'est de se dire, il y a certains basiques, certains fondamentaux à savoir. Une fois qu'on les sait, ça prend peut-être un tout petit peu de temps, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup tout simplement parce que ChatGPT est certainement la nouvelle technologie qui connaît en ce moment l'adoption, l'utilisation au grand public de manière exponentielle, mais surtout peut-être de manière historique qu'on n'a jamais connue dans l'humanité. C'est-à-dire que vous regarderez, vous connaissez déjà les statistiques, mais on a aujourd'hui plusieurs centaines de millions d'utilisateurs, alors que ça fait quelques mois à peine, quelques semaines que ces choses-là sont disponibles. Et il y a un phénomène, effectivement, qui est un peu hors de contrôle. Vous avez tous suivi ça dans l'actualité, j'imagine. Il y a des volontés de calmer la recherche, des volontés d'aller un peu plus lentement. Donc, c'est des choses qui sont nouvelles aussi, pas que dans les outils, mais aussi dans la façon dont c'est développé. Et ça échappe, semble-t-il, à certains. Alors, il est vrai qu'en fait, au départ, quand on s'intéresse à ça, et je serais vraiment curieux d'avoir un peu après vos avis sur ceux qui ont découvert ça, lorsqu'en tout cas, on arrive à l'utiliser et qu'on a des résultats, il y a quelque chose qui est proche comme ça du mystère, de la magie, parce que c'est tellement efficace et ça paraît au départ tellement un semblant d'alignement, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est un humain qui va parler, alors qu'en réalité, tout ça s'explique, il n'y a pas de réflexion et on verra ça, mais c'est très spectaculaire au départ parce qu'on va se dire comment ça c'est possible. En fait, et surtout que ça évolue très vite et qu'aujourd'hui, les versions actuelles sont encore beaucoup plus puissantes de façon exponentielle avec ce qu'on a connu quand c'est arrivé, c'est-à-dire au 3e trimestre 2022. J'aime bien commencer par demander à ChatGPT un petit peu son autoportrait. Vous voyez, ça c'est ChatGPT en fait qui donne une instruction, ce qu'on va appeler un prompt, et va se décrire. Voilà ChatGPT, comment on pourrait un peu l'imaginer. On peut dire quoi? On peut dire à première vue que c'est quelqu'un qui présente bien, vous voyez, qui est a priori très bien éduqué, il a sa belle cravate, il est bien câblé, comme on pourrait dire, et il est un peu aussi genre idéal, voilà, chacun va pouvoir mettre les mots qu'il veut, mais il y a quelque chose il est très cultivé, il a lu beaucoup, c'est un étudiant de MBA, vous voyez, c'est quelqu'un qui a fait une grande école. Voilà, il y a quelque chose comme ça de très, il connaît énormément de choses, il connaît beaucoup de choses, il sait instruire. Maintenant, le tout, ça va être de savoir comment, en fait, on peut utiliser ça. Comment on va s'en servir pour que lui, il soit, entre guillemets, à notre portée de main, pour qu'il puisse accélérer tout ce qu'on a envie de faire. Et vous voyez derrière, là, il a plein de petits copains ChatGPT. Et en fait, là, vous verrez très vite qu'en réalité, le jeu, ça ne va pas être d'avoir un seul copain comme ça, un seul super stagiaire, ou je ne sais pas comment l'appeler, super étudiant, mais ça va être d'en avoir une armée. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est déjà possible aujourd'hui, avec des dimensions qui sont parfois vraiment impressionnantes. Donc voilà un petit peu ChatGPT, comment on le représenterait. Je trouve ça bien de l'avoir maintenant parce que vous allez voir, ça explique beaucoup de choses. Je vous propose de regarder un peu son enfance.
D'où vient ChatGPT? Il a en fait été élevé dans un monde qu'on va appeler donc, le LLM, le Large Language Models, qui en réalité un modèle, si vous voulez, de traitement automatique du langage qui est entraîné en utilisant énormément de données, de textes bruts qui viennent au départ d'Internet, de Wikipédia, mais aussi de livres, soit numériques, soit numérisés, donc de livres de bibliothèque qui ont été numérisés. Et tout ça va constituer ce qu'on appelle un corpus. Et si vous voulez, le corpus, c'est la quantité d'informations qui se chiffre en millions de milliards de data d'un côté. Et de l'autre côté, on va lui rajouter une couche qu'on appelle du paramétrage, un algorithme, si vous voulez, qui en fait va lui donner une certaine intelligence. Alors, il s'appelle comment? Il s'appelle GPT pour Génératif Pre-trained Transformer. Qu'est-ce que ça veut dire, ces trois mots-là? Génératif, parce qu'en fait, il va créer, son modèle va être capable de créer ou de générer, si vous voulez, un texte ou une sortie qui semble nouvelle, c'est-à-dire elle crée des données qui apparemment n'étaient pas là avant. Donc, il va apprendre avec énormément de choses et il va créer de la nouveauté. De ce point de vue-là, on pourrait dire qu'il est original. C'est-à-dire qu'en fait, si vous lui demandez quelque chose et que votre ami lui demande la même chose, vous allez avoir certainement une réponse différente. Vous voyez? Donc, c'est de ce point de vue-là, on pourrait dire qu'il se distingue. Pré-entraîné, c'est parce qu'en fait, il a été formé à l'avance. D'accord? Il a été entraîné, on ne rentrera pas dans le détail maintenant, mais il a eu une série en fait, d'instructions, donc il a ingurgité effectivement une quantité de milliards d'informations, et ensuite il a été pré-entraîné avec ce qu'on va appeler de l'affinage, de la supervision et de la non-supervision. Donc, il va y avoir un tas d'interactions qu'il a eues. Et puis, il a été aussi renforcé par les humains, c'est-à-dire qu'il a été challengé, on lui a demandé de prédire une suite de mots, d'instructions en fonction de probabilité. Et tout ça, ça a été, si vous voulez, scoré par des humains en partie pour permettre d'améliorer tout ça. Et le T pour Transformer, ça c'est en fait, si vous voulez, le type, c'est un petit peu son langage, c'est l'architecture du modèle qui permet en fait, qui est un peu la deuxième génération d'un réseau neuronal qui va lui permettre de lui doter de deux propriétés impressionnantes qui vont être la naturalité et ce qu'on va appeler la complétion ou l'autofil. C'est-à-dire que si vous allez lui poser une question ou si vous allez lui dire quelque chose comme ça par défaut, sans rien dire d'autre, il ne va pas répondre, mais il va vous suggérer la suite. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il a un peu inné pour lui, c'est-à-dire qu'il va suggérer l'autofil. C'est un peu comme dans la barre de recherche Google, quand vous tapez, vous voyez, une question et il va essayer de trouver un peu la suite. Voilà. Donc, c'est un peu cet esprit-là qu'il va avoir. Il a été renforcé par les humains parce qu'il a une qualité qui, en fait, au départ, se base sur un énorme corpus. Mais ensuite, quand nous l'utilise, on va s'en servir sur ce qu'on appelle un subset, si vous voulez, c'est-à-dire un contexte qui est beaucoup plus restreint. Et ça, c'est mis à jour de sorte à ce qu'on va améliorer la capacité qu'il a de comprendre et donc de prédire. Il y a une notion qui est clé, qu'on va souvent utiliser, qui est bien de garder en tête, c'est le contexte. Le contexte, c'est un petit peu ce qu'il a appris. On a le contexte général, c'est ce qu'il a appris, qui est commun à tout le monde. Et on a le contexte spécifique, c'est-à-dire ce qu'on va lui donner en plus. Imaginez, vous croisez quelqu'un dans la rue, vous connaissez, vous lui dites comment ça va, etc. Et donc, du coup, il a des choses qu'il connaît de vous, vous voyez. Donc, il connaît des choses, il a une culture générale, il a été élevé, il a une certaine culture, etc. Donc, tout ça, c'est le contexte général. Et puis, il y a des choses que vous lui avez dit, vous voyez. Et si vous lui dites, bah, tiens, j'ai un problème ou j'ai une question, est-ce que tu pourrais m'aider, etc. Là, vous lui donnez un contexte qui est spécifique. Donc, c'est un peu comme ça, si vous voulez comparer, où il connaît des choses comme tout le monde, ou en tout cas qui sont communes. Et puis, vous pourrez lui donner un langage spécifique pour votre métier ou votre activité. Évidemment, c'est là où on va avoir le plus de valeur. Il y a une notion tout de suite qui va arriver qui est prédire versus réfléchir. Aujourd'hui, on pourrait dire plutôt qu'il va prévoir. Il ne réfléchit pas de ce point de vue-là, mais il va prédire. Alors, évidemment, au bout d'un moment, quand on sait bien manipuler, quand on va pouvoir utiliser des dimensions, des paramètres et utiliser ce qu'on appelle des agents, on va se rendre compte qu'en réalité, il a une efficacité tellement forte qu'on pourrait pratiquement se dire que ça se rapproche d'une certaine réflexion, il y a quelque chose de conscient. Et cultiver versus intelligent, c'est-à-dire un étudiant qui vient d'apprendre plein de choses, il n'a pas pratiqué. De ce point de vue-là, il est très cultivé, il sait plein de choses. Le tout, ça va être de savoir utiliser ça. D'où l'intérêt de bien savoir lui parler, et c'est la première chose qu'on va regarder. Et comme tout, j'ai envie de dire, quasi humain, il a des biais
il a des dérives qui existent et qui surgissent comme ça, de même manière que chacun d'entre nous a des biais de confirmation, d'entraînement, tout un tas de biais, hein, il existe une cinquantaine. ChatGPT ou même le modèle GPT va avoir des biais. Il y en a un qui est assez connu et que vous avez sans doute déjà constaté, c'est ce qu'on appelle les hallucinations ou des quiproquos, et ça va arriver assez vite. Alors, un peu les règles d'or pour moi, que vous pourrez mettre en mémo sur un post-it si vous voulez commencer tout de suite à pratiquer, c'est toujours de penser à le traiter comme un humain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, plus vous allez lui donner d'instructions qui sont qualitatives, d'accord? Plus vous allez enrichir, plus vous allez essayer de le comprendre, de lui donner plus de contenu, de l'alimenter, de parler avec lui, de lui partager des choses, plus vous allez avoir une qualité qui est forte. C'est assez simple, hein. C'est comme si vous demandez à quelqu'un, tiens, j'ai un problème, vous lui donnez un pavé de 10 minutes de problème et vous lui dites, voilà, est-ce que tu peux m'aider? Vous voyez, la réponse à votre problème, ça va être une combinaison de ce qu'il connaît déjà, de tout ce qu'il a vécu, donc le contexte général, plus ce que vous lui avez donné à l'instant. Ça, c'est complet, c'est spécifique. Par contre, si vous lui donnez un pavé entier, il va certainement moins bien répondre que si vous lui dites « j'ai un problème, est-ce que tu peux m'aider ?» Oui. Ensuite, voici mon problème, je t'explique, ça c'est le contexte, ça c'est ce que j'ai essayé. Voilà. Donc, il va falloir saucissonner un peu la manière dont on lui parle. C'est ce qu'on va appeler le chaînage des prompts, vous voyez. C'est le point numéro 3, le chaînage des prompts, c'est-à-dire la séquence d'instructions qu'on va lui donner de manière à ce que ce ne soit pas un méga prompt, un pavé. On va lui dire, bam, voilà tout ce que j'ai à te dire, maintenant je t'attends. Ça ne marche pas comme ça. Il va falloir le saucissonner. Je vais vous donner quelques méthodes pour faire ça. Et ensuite, il y a quelque chose qui marche très bien pour commencer à jouer avec, c'est j'appelle ça explorer à gauche, à droite, en haut, en bas. C'est-à-dire, on va changer d'angle, on va être schizophrène, on va aller au bout du modèle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va lui demander, par exemple, voilà mon problème, est-ce que tu peux me répondre avec tel angle? Maintenant que tu as donné tel angle, j'aimerais que tu me répondes d'une manière stricte, d'une manière fermée, ensuite d'une manière ouverte. Ensuite, réponds-moi comme si tu étais un enfant de 5 ans, réponds-moi comme si tu étais une mamie de 80 ans, réponds-moi comme si tu étais d'un bord politique A, d'un bord politique B, réponds-moi méchamment, réponds-moi gentiment. Ouais. C'est ça que j'appelle être schizophrène ou aller au bout, c'est-à-dire il faut explorer ce qu'il vous dit. Il ne faut pas s'arrêter au premier usage. On entend beaucoup de gens qui disent « Ah, ben, j'ai posé une question, il a répondu à côté, ça ne marche pas ». Donc ça, vous allez entendre beaucoup. En réalité, c'est soit que les prompts ont été mal formulés, soit, j'ai envie de dire, 10% de chance que le domaine sur lequel il a été consulté a été peut-être moins bien entraîné, ou peut-être la langue. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, en anglais, il reste énormément plus performant. Et ce n'est pas de la magie, c'est simplement parce qu'aujourd'hui, il est entraîné sur des milliards de données, dont 90% sont en anglais. Ça reflète juste le corpus qu'on connaît aujourd'hui de l'Internet qui est public ou de ce qu'on appelle le Deep Web. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à garder en tête. N'hésitez pas à aller au bout. C'est-à-dire, il va vous répondre, vous le challengez, vous lui demandez de décortiquer, vous lui demandez de brainstormer, vous lui demandez plus d'éléments, moins d'éléments, une synthèse, une contre-synthèse. Il faut vraiment jouer avec. C'est une mécanique comme ça. Et demandez-lui pourquoi il répond. Demandez-lui comment il est arrivé là. Demandez-lui d'expliquer son raisonnement. Demandez-lui qu'est-ce que vous pourriez lui demander différemment pour avoir un meilleur résultat. C'est ce qu'on appelle la récursivité. Donc, il y a énormément de techniques comme ça qu'il va falloir garder. Et ça, c'est le meilleur moyen pour que vous ayez, j'ai envie de dire, la plus grande valeur. Alors, vous allez me dire, très bien, mais maintenant, comment ça marche? Alors, en fait, c'est assez simple. Vous avez 3 grands cas ou 3 grandes options pour utiliser aujourd'hui ce modèle-là. Vous avez soit ce qu'on appelle donc ChatGPT, c'est-à-dire une interface de dialogue avec une interface en machine, vous entrez des instructions avec un clavier, donc du texte, et il va vous ramener du texte. Ça, c'est très facile. Vous allez sur chat.openai.com, vous avez un compte juste à créer sur donc, Google ou Microsoft, et vous allez avoir accès gratuitement au modèle aujourd'hui 3.5, qui en fait est le modèle disponible gratuitement, qui a comme avantage d'être très rapide. Ce n'est pas du tout le plus avancé pour la réflexion, mais il est rapide. Vous avez aussi, depuis la semaine dernière, l'application qui est sortie sur iOS, donc iPhone et
Et donc, c'est pareil, ça va vous donner accès, si vous voulez, à ce modèle-là. Donc, en fait, ChatGPT, ça veut dire dialoguer par du texte au modèle GPT. Ensuite, vous avez une deuxième solution, c'est la colonne du milieu. C'est toujours pareil, d'aller sur le site, c'est le même, chat.openai.com, et là, vous allez avoir accès, moyennant un abonnement mensuel qui est autour de 20 $, je pense. Vous avez accès donc ce qu'on appelle ChatGPT+, c'est-à-dire vous allez avoir accès au modèle 4.0 qui est drastiquement plus évolué. Donc, pour vous donner une petite idée, donc dans GTP 3.5, il y avait à peu près 175 milliards donc de paramètres, c'est-à-dire de data points qui avaient été soumis dans le corpus. Et pour le 4, on se situerait au-dessus de 100 000 milliards. Donc, si vous voulez, c'est quelque chose qui est complètement inimaginable et il y a une immense différence. Alors, il marche beaucoup mieux en français dans la version 4. Il est encore meilleur en anglais, mais on va dire que l'écart se réduit. L'application iOS, si vous êtes dans ChatGPT+, vous avez accès aussi au 4. Il y a 3 aussi avantages. C'est que premièrement, vous allez avoir une connexion directe. C'est-à-dire que sa connaissance à ChatGPT, peu importe la version, elle s'arrête à une date qui est aujourd'hui à septembre 2021. C'est ce qu'on appelle la cutover date, c'est-à-dire qu'il a été, pour certaines raisons éthiques, arrêté à cette date. C'est-à-dire qu'en fait, ChatGPT n'a pas appris de données après septembre 2021. Donc, si vous lui demandez une actualité de la semaine dernière, il va vous dire « je ne sais pas, j'ai pas appris ça ». Ça, vous pouvez maintenant commencer tout doucement à l'attaquer avec la connexion, j'appelle ça la connexion directe, c'est-à-dire vous avez une intégration via Bing en bêta, donc c'est pas encore parfait, mais vous pouvez lui demander une actualité et il va se connecter, il va demander via le moteur de recherche de Bing, Microsoft, et il va utiliser les réponses dans son contexte. Vous avez aussi une sortie qui a fait beaucoup de bruit récemment, qui s'appelle les plugins. Les plugins, c'est quoi? C'est tout simplement comme des applications qui sont disponibles comme dans un iOS Store ou un Apple Store. Et en fait, vous avez un petit catalogue, je vais vous montrer ça tout à l'heure, et vous choisissez le plugin, vous choisissez lesquels vous voulez installer, activer, et ensuite, les plugins, ils vont servir un petit peu d'intermédiaire entre le prompt que vous marquez et les instructions qu'il va donner à son plugin. Par exemple, vous avez un plugin de réservation de voyage. Au lieu de lui dire tout un tas d'instructions techniques, vous lui dites « je voudrais réserver tel voyage » et vous allez avec le plugin Expedia ou Kayak ou je ne sais pas quoi, il va passer les bonnes instructions, si vous voulez, au serveur Expedia et il va vous sortir un résultat que vous consommez vous-même dans le prompt. Voilà, donc ça, c'est vraiment les avantages de cette version-là. Et puis, il y a d'autres choses, la priorité. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ChatGPT, il est encore surdemandé. Donc, vous avez beaucoup de moments, notamment l'après-midi, pour nous, qui correspond surtout au matin, donc en Californie, et là, on a le plus d'utilisateurs. Vous avez beaucoup de fois où vous ne pouvez pas utiliser. Donc, en fait, il va vous mettre sur liste d'attente ou bien il va vous contraindre. Ça arrive même dans la version payante. Il va vous dire, par exemple, vous avez droit de poser que 25 messages par palier de 3 heures, des choses comme ça. Donc, vous avez une meilleure priorité dans la version payante, sinon vous allez attendre, tout simplement. Vous avez aussi accès, évidemment, à des fonctionnalités qui sont en avant-première, etc. Et ensuite, à droite, on a, j'ai envie de dire, la Rolls-Royce du modèle 4.0. C'est ce qu'on appelle, évidemment, l'API. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent. L'API, c'est quoi? C'est en fait avoir accès au modèle qu'on peut utiliser, consommer, interroger via du code, via des web services, via des applications qu'on développe, via des outils no-code, etc. Et alors là, c'est vraiment puissant. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va pouvoir utiliser toute la puissance, donc la même qu'on a dans la version chat, mais en plus de ça, on va pouvoir les intégrer à ce qu'on fait. Par exemple, on pourrait brancher notre agenda ou notre gestionnaire de mail à l'API. Il va pouvoir nous préparer un mail, ça on peut déjà le faire, mais il peut aussi nous l'envoyer. Vous voyez. Donc ça, par exemple, c'est très utile. Et surtout, on va pouvoir aussi lui passer des paramètres beaucoup plus fins et lui donner ce qu'on appelle des métaprompts, c'est-à-dire des instructions techniques du type « j'aimerais que tu me répondes comme ça, j'aimerais que tu me répondes dans ce style, j'aimerais que tu me répondes comme ça ». Donc, ce n'est pas des instructions de contenu, mais c'est des instructions techniques. Donc ça, on peut lui donner très facilement. Il y a plusieurs types de prompts.
dans l'API. Et il y a du paramétrage fin du type ouverture ou fermeture de la créativité de la réponse, du type température, du type maximum réponse, maximum, minimum de réponse, sanction de répétition, etc. Alors, la monnaie de l'API, c'est le token. Le token, c'est quoi? C'est l'unité d'OpenAI. Ça correspond environ à 0,75 mots. C'est-à-dire que si vous lui donnez une phrase, il va découper ça en token, il va faire un équivalent token, et donc c'est ça la monnaie. Donc c'est comme ça que vous allez payer. Il y a un système de pricing qui marche par paquet de 1000, 10 000 tokens. Et donc les tokens que vous donnez, les tokens qui sont répandus, si vous voulez, ça va compter. Et donc ça va être pricé et donc facturé comme ça. On a des moyens de limiter la consommation et tout ça. Et il y a effectivement des super cas d'utilisation qu'on peut faire là-dedans, qu'on appellerait avatar, c'est-à-dire on pourrait créer un bot qui nous ressemble en lui donnant notre style, notre façon de parler, notre façon de raisonner, en spécifique, en entraînement, si vous voulez, là-dedans, comme si on prenait un sportif sur le côté et on le surentraînait sur une compétence ou un style particulier. Comme ça, après, lorsqu'on l'expose à des clients et qu'ils lui posent une certaine question sur un domaine d'activité, il va être très bon pour répondre là-dedans. Très, très bon parce qu'en fait, il va utiliser tout son entraînement qu'il a eu en plus et plus qu'il connaît. Voilà, ça, c'est un avatar. C'est déjà utilisé beaucoup et on a un entraînement spécifique, un autre scénario. Il y a un contexte qui est beaucoup plus grand, 32 000 tokens, ça permet effectivement d'avoir des réponses beaucoup plus poussées, détaillées, pertinentes. Et enfin, il est multimodal, c'est-à-dire que on peut également lui donner en entrée d'autres choses que du texte, notamment des photos, etc. Alors, il y a un bon moyen de jouer un peu avec ça si vous n'êtes pas à l'aise avec l'API, parce que évidemment, ça nécessite des connaissances de développement, etc. C'est d'aller sur platform.openai/playground. Ça, c'est une interface graphique de texte dans laquelle vous pouvez jouer avec tous les paramètres. Donc, en fait, vous avez la puissance de l'API, mais vous avez un peu une facilité d'interface pour pouvoir jouer un petit peu. Évidemment, c'est limité, c'est un bac à sable, mais au moins, vous verrez un peu comment on peut jouer et avec des instructions et en modifiant les paramètres, en fait, vous arrivez à des résultats qui sont très différents. Voilà. Alors, maintenant qu'on a vu un peu qui il est, comment il fonctionne, comment on le comprend, concrètement, quels sont les domaines ou les use cases qu'on voit, qu'on utilise? Alors, je ne vais pas tous les jouer ou je ne vais pas tous pouvoir les faire, vous donner prompt, vous verrez ça après quand vous aurez technique, mais je prendrai un ou deux exemples après. Déjà dans la veille, dans la recherche, il va être très bon pour analyser, d'accord, les tendances, la concurrence. Évidemment, ça va être plus pertinent lorsqu'on va utiliser des données live qu'on peut faire maintenant avec les plugins ou l'API, mais ça marche aussi comme ça. Il va pouvoir faire des recherches approfondies, je pense notamment à tous ceux qui cherchent évidemment des prospects, tout ce qui va être nichage, tout ce qui va être prospection, segmentation. Il va être très bon pour résumer du contenu. Donc, vous lui donnez un article qui est écrit dans une langue, qui est écrit dans un style, par exemple en bullet points, par exemple en VRAC, par exemple en CSV, qui n'est pas formaté. Vous lui donnez tout ça, vous lui donnez le bon prompt et il va vous le résumer en 10 points. Il va vous résumer en 5 points, il va vous le résumer en certains styles. Ça marche maintenant aussi avec du contenu vidéo, podcast, PDF. Avec les plugins aujourd'hui, vous pourrez très bien lui donner, par exemple, le lien d'une vidéo YouTube et il va pouvoir se connecter, récupérer un transcript et vous faire un résumé. Et là, vous imaginez le potentiel si vous voulez, par exemple, faire une veille ou si vous voulez avoir un espèce de brainstormer gratuit pour vous préparer vos articles de blog. Et ben vous lui dites, voilà, j'ai telle vidéo, va me chercher les 10 vidéos dans mon domaine, tu me fais un résumé, tu prends le transcript, tu me donnes les 10 points saillants, tu me fais un résumé, et ensuite je regarde. Et ensuite vous itérez jusqu'à ce que vous soyez content et vous disiez. Voilà. Vous pouvez faire, évidemment, vous avez 10 000 cas possibles. Là, c'est juste des exemples. Vous pouvez aussi évaluer la satisfaction des clients avec les commentaires. Vous recevez des dizaines de commentaires. Vous lui donnez, il va vous faire une synthèse, il va vous dire comment vous pouvez améliorer le produit, choses comme ça. En contenu, en tout ce qui va être gestion de communauté, etc., les cas d'usage que je vois, etc., que j'ai déjà pu aider ou être consulté, c'est vraiment du brainstorming, il est très bon. Donc là, vous lui donnez un mot-clé, un champ lexical, une espèce de liberté, et il va vous
vous donner des idées de marques, des idées de produits, des idées d'articles, ce que vous voulez. Il va aussi pouvoir, l'inverse, vous avez des idées, vous avez déjà un plan, mais vous voulez qu'il vous donne, par exemple, des accroches, des posts, des hooks, certains articles copywriting, ce que vous voulez, vous lui demandez, il sait faire. Il peut aussi vous rédiger des posts ou vous préparer la rédaction de posts cohérents. Il ne s'agit pas qu'il parle dans tous les sens. Mais si vous avez une certaine ligne éditoriale et qu'il la comprend et que vous avez suffisamment parlé avec lui, il va vous pouvoir faire ça. Il peut aussi vous pré-mâcher des carousels, des PDF, des illustrations, ensuite qu'on va récupérer et utiliser dans d'autres outils d'OpenAI, pas ChatGPT, mais d'autres qui vont pouvoir ensuite générer, par exemple, des images pour votre blog. Et vous pouvez, avec la bonne technique, lui demander de préparer les articles et de les illustrer. Tout ça, ce sera fait. Et vous allez passer peut-être une demi-heure la première fois, un quart d'heure la deuxième fois et 5 minutes la troisième fois. Là où vous passez aujourd'hui 3 heures. Parce que le temps qu'on passe aujourd'hui, généralement, c'est on va faire des recherches, on va syndiquer du contenu qu'on a reçu, on va aller voir sur YouTube, sur Twitter, on va récupérer des tweets, on va récupérer des vidéos, on va récupérer des podcasts, on va essayer de trouver des idées, on va noter, on va synthétiser. Tout ça, vous gagnez énormément de temps avec lui. Ensuite, on a, par exemple, dans le domaine des ressources humaines, du recrutement, on va pouvoir lui donner des candidatures, lui demander d'analyser, pourquoi pas de les comparer, on hésite, il y a plusieurs candidats, générer des briefs, vous avez des entretiens, vous pouvez lui demander qu'il prépare, vous voyez, les questions, les réponses attendues. Vous pouvez faire rédiger vos job postings, vos offres d'emploi. Voilà, donc tout ça, vous pouvez le faire. Vous pouvez aussi, en le branchant avec certaines API ou certains no-code ou certains plugins, lui faire répondre à 100% des candidats. Là où aujourd'hui, potentiellement, c'est dommage, vous n'avez pas le temps de répondre. Là, vous pouvez lui dire, voilà, tu réponds à ce candidat-là, et puis moi, pendant ce temps-là, je vais me focuser sur là où j'ai plus de valeur. Dans le domaine, évidemment, sales marketing, j'ai envie de dire, c'est sans fin. Les cas d'usage qui existent et que vous pourrez imaginer, le copywriting, le storytelling, la curation, le retargeting, vous en avez à l'appel, le référencement, la rédaction SEO, je vous montrerai un exemple tout à l'heure, tout ça, il sait faire. Préparer des rendez-vous clients. Vous avez un rendez-vous client, vous avez une soutenance, vous avez un pitch, vous avez un appel d'offres, une réponse à faire. Vous préparez tout ça. Vous pouvez lui dire, je veux que tu te mettes dans la peau de ces clients. Je veux que tu sois dans cette posture. Je veux que tu sois exigeant. Je veux que tu me poses des questions. Je veux que tu me donnes les 10 questions qui te viennent à l'esprit. Voilà, donc en ayant les bonnes techniques, vous allez pouvoir obtenir énormément et vous préparer. Quand vous êtes prêt, déjà, vous allez gagner du temps et surtout, vous allez améliorer la qualité de votre rendez-vous. Vous pouvez aussi... Juste Mathieu, une petite question. Est-ce que peut-être tu as 2-3 exemples concrets? Il y avait ça comme question. Comment mieux formuler, tu vois? Je vous montre tout à l'heure dans l'outil un prompt où vous allez voir exactement ça. Mais sinon, vous pouvez lui demander... sinon, vous pouvez lui demander, par exemple, dans ce cas-là, j'ai un rendez-vous sur tel sujet, voici ce que j'ai préparé, vous lui copiez-coller, par exemple, votre document que vous avez prévu, votre script, et ensuite, vous lui demandez qu'il se mette dans la peau d'un directeur, d'un client, donc je vous montrerai tout à l'heure comment lui dire ça, et ensuite, qu'il vous propose 10 questions, ou qu'il vous propose 10 questions sur lesquelles vous n'avez pas pensé, ou qu'il vous donne 5 axes sur lesquels vous n'avez pas encore prévu dans vos scripts, ce genre de choses. Voilà. Donc, je vous montre après la structure pour arriver à ça. Voilà, donc vous voyez d'autres idées. Et il y a quelque chose qui marche très bien aussi, c'est anticiper les objections. Vous pouvez lui dire, dès que je dis quelque chose, dès que j'ai quelque chose, propose-moi à chaque fois une question qui va contre ça, pour préparer un petit peu voilà, tout ce qui va être objection et puis réticence. Et ensuite, voilà, d'autres cas d'exemple que vous pouvez avoir, c'est automatiser les réponses au mail standard, tout ce qui va être préparation de réunion, de suivi, organiser les notes, vous lui donnez des notes en vrac et vous lui donnez quelques contraintes ou des agendas, des gens, des disponibilités, etc. Il est très, très bon aussi pour prendre, si vous voulez, A et B qui ne sont pas écrits de la même manière et les mettre ensemble et vous faire tout un travail comme ça de préparation. Et il est également très bon pour le code, c'est-à-dire que si vous avez du code que vous ne comprenez pas, vous lui donnez, il va pouvoir vous le commenter, il va pouvoir vous expliquer ce qu'il fait, etc. Il va pouvoir aussi vous donner, entre 2 langages différents, certaines explications. Donc ça, c'est vraiment assez étonnant. Voilà, donc j'ai plein de cas d'usage que vous pouvez regarder. Maintenant, comment on va faire ça?
c'est important avant de se jeter dans les prompts, même si c'est tentant, quand même d'avoir une structure parce que, comme je disais un petit peu au début, si on essaie de faire du copier-coller de tâches ou de prompts que vous trouvez sur Internet, ce n'est pas la manière dont vous allez apprendre, ce n'est pas vraiment ce que je recommande. C'est beaucoup mieux de comprendre un peu cette technique. Alors, je donne une structure qu'on va utiliser et que vous pouvez après appliquer à beaucoup de cas, peu importe le cas, le domaine, le métier. Vous allez commencer par lui dire à utiliser un persona. C'est-à-dire, vous lui direz je voudrais que tu sois aujourd'hui John, qui est rédacteur en chef senior avec blablabla, tel background. Ensuite, je souhaite que tu écrives un article. Donc, c'est ce que je vais prendre après dans mon exemple. Je suis une agence de voyage. Je veux préparer un nouveau programme ou une nouvelle campagne de voyage sur le Japon pour une audience ou une cible de clients qui est les adolescents européens qui sont en vacances. J'aimerais pour ça que tu fasses, par exemple, on va dire que tu me sortes 2 résultats. Le premier, ça va être un plan détaillé et le second, ce sera un brouillon de l'article. Et ensuite, je te dirai ce que tu dois développer. Ensuite, vous allez le contraindre, c'est-à-dire que vous lui donnez des choses qui ne sont pas négociables. Du type, il faut que ça fasse 1000 mots, 2000 mots. Je veux que ça fasse 3 paragraphes de 5000 mots. Tu utiliseras tel style, etc. Et ensuite, vous spécifierez aussi le format du rendu, c'est-à-dire, j'attends à ce que ce soit en bullet points, en texte, j'attends que ce soit en tableau. Vous donnez un espèce de format du rendu. Ensuite, vous pouvez aussi lui demander, lui presser d'autres choses. Dis-moi ce que tu en penses, ne me rappelle pas le contexte, etc. Donc ça, c'est vraiment important. Au départ, je vous rappelle qu'il va falloir utiliser ça et c'est itératif. Il ne s'agit pas d'arriver, de sortir un texte et vous n'allez pas arriver tout de suite au bon résultat. Ce qui marche bien au début, c'est d'utiliser un peu cette méthode, c'est de saucissonner un problème complexe. Donc, dans mon exemple d'article, on va d'abord lui demander de brainstormer. Une fois qu'il brainstorm, on lui demandera un résultat. Une fois qu'on a un résultat, on lui demandera on va évaluer nous-mêmes. Et après, une fois qu'on a évalué, on a choisi ce qui nous convient, on va lui demander d'explorer ou de développer certains points. Et après, on va décider. Donc ça, c'est quelque chose qui marche assez bien. Voilà. Alors, quelque chose juste à garder à l'esprit. On entend souvent dire que les sources, etc., ne sont pas vérifiables. Aujourd'hui, on peut simplement, en lui demandant, on peut lui demander d'afficher les sources. C'est même pratiquement automatique quand on utilise un plugin. Vérifier quand même toujours la véracité de certains faits parce qu'évidemment, on a ces biais hallucinations. Rappelez-vous que la data est limitée, donc il y a d'autres techniques pour avoir des données qui soient d'actualité. Il y a un contexte qui est limité. Donc, au bout d'un moment, si vous lui posez des questions en chaînage, il se peut qu'il commence à oublier un petit peu parce que rappelez-vous qu'en fait, sa mémoire va se remplir parce que vous lui avez donné en dernier. Donc, c'est comme si nous, on avait une mémoire et au bout d'un moment, quand on a 50 questions, on va se rappeler de la fin et on a oublié le début. Donc, c'est un peu la même chose. Et si vous ne savez pas comment faire, le mieux, plutôt que d'aller sur Google, c'est tout simplement de lui demander. Alors, je vais essayer de maintenant partager donc l'onglet où j'ai ChatGPT. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer ça directement. Donc, j'essaie de le faire comme ça. Je pense qu'on devrait le voir. Alors, vous voyez, quand vous arrivez, ça ressemble à ça. Vous avez vraiment la version, quand vous arrivez avec un compte sans avoir de compte de la formule payante, vous arrivez là-dedans. Vous voyez, donc là, c'est la version 3.5. Et ensuite, si vous avez la version payante, vous arrivez donc vers ce fameux modèle 4.0. Vous avez ici, par défaut, donc là, c'est vraiment l'utilisation dans un prompt. Donc vous marquez le message ici. Vous voyez, là, on a des limitations techniques, en tout cas de capacité. Ensuite, si vous voulez utiliser le direct, donc vous avez ce fameux, vous activez ce Browse with Bing. Et puis, vous avez ici les plugins. Alors, les plugins, c'est vraiment toujours en deux temps. C'est-à-dire que, première chose, vous allez parcourir ici les plugins qui vous intéressent dans le magasin. Vous faites votre course, même s'il il est un peu long. Donc, vous avez, je pense, plusieurs centaines de plugins, vous voyez, dans tous les cas. Donc, AskPDF, vous l'installez. Prompt Perfect, donc là, c'est pour améliorer vos prompts, etc. Une fois que vous les avez, vous choisissez ceux qui sont activés. Donc, vous pouvez évidemment en activer 3. Alors, les plugins, c'est pas vous qui demandez à chaque plugin. En fait, vous faites des prompts et c'est eux qui vont interroger les plugins.
et comme ça, vous verrez un petit peu en direct ce qu'il va faire. Donc, pour montrer un cas d'usage, on va se mettre comme ça dans le défaut. On va prendre un prompt qui reflète un peu ce que je vous expliquais. Vous voyez, donc là, je lui demande, première étape, persona. Donc, je lui demande, alors je le fais en anglais parce que comme ça, vous verrez le type de résultat, mais on peut le faire en français aussi. Ou sinon, vous lui faites en français et puis vous le faites retraduire, c'est plus efficace. Donc, vous voyez, là, je lui demande, donc il acte comme un rédacteur senior, un écrivain senior. Donc, ça, c'est le persona. Deuxième étape, on lui demande donc la tâche. Vous voyez, du contexte. Donc, le plus de contexte qu'on peut, en plusieurs fois, si c'est mieux. Ensuite, on lui dit ce qu'on veut faire aujourd'hui. Donc, je veux que tu fasses du contenu sur, par exemple, donc ces fameux voyages au Japon. Voilà, ça, c'est les contraintes. Donc, voilà le style. Donc, ça doit être casuel, des pronoms personnels, blablabla. Ensuite, je voudrais que ce soit optimisé pour le SEO. Donc, on va lui donner, vous voyez, des balises de titres, etc. Et puis, on va lui demander, enfin, ça je vous rajoute pour vous montrer qu'il me rajoute prévoir une FAQ à la fin. Et je lui demande aussi qu'il me donne un prompt pour que j'utilise après dans DALL-E et d'autres outils, une illustration. Voilà, je demande aussi, alors ça c'est une instruction technique, je demande aussi qu'il ne répète pas le contexte, c'est-à-dire que je ne veux pas qu'il me dise je suis un agent, je m'appelle John, voilà ce que je fais. Vous voyez, donc ça c'est quelque chose que vous pouvez donner. Donc là vous voyez comment ça marche en direct. Donc voilà, vous pouvez essayer 10 fois, vous aurez certainement 10 résultats différents. Donc là il va faire ce que je lui dis, c'est-à-dire il va d'abord normalement me donner le plan détaillé et je lui dis, en fait je lui ai demandé qu'il me demande mon avis avant d'aller plus loin. Bon, donc là, en théorie, il devrait s'arrêter quand il a fini là, les 15 points. Et il va normalement, après ça, me demander un avis. Et donc là, on peut après lui dire, voilà, ça me convient, ça ne me convient pas, tu n'as pas compris ça. Donc voilà, c'est toujours l'aspect, le contraindre, lui donner des instructions qui sont parfois directives, etc. Voilà, donc vous voyez là, il me demande, voilà, j'ai écrit l'article, est-ce que maintenant tu peux me demander ou me dire si ça te va. Donc du coup, j'ai juste préparé les phrases à l'avance pour que ce soit plus rapide, vous voyez. Donc là, je lui dis, voilà, est-ce que tu peux me développer, par exemple, la numéro, on va changer, 5 avec une température, donc ça c'est un paramètre qui permet d'avoir une réponse un peu plus créative. Et donc du coup, alors il va voilà, vous voyez là, il reformule dans un angle différent. Il a appris déjà des choses. Il a appris qu'en fait, j'étais content avec beaucoup de choses, mais que je voulais qu'il refasse la proposition 5. Donc là, il me refait la 5. Et maintenant, je lui dis, par exemple, OK, you can proceed with writing the article. Et donc là, il va normalement s'y mettre, et donc il va me sortir l'article qui correspond à ça. Alors, normalement, il va s'y mettre avec plusieurs threads, donc vous allez peut-être voir, ça va dépendre un peu de la capacité, mais il y a des fois où il va écrire plusieurs fois en même temps, donc vous allez voir plusieurs paragraphes et plusieurs curseurs en parallèle qui vont, si vous voulez, s'exécuter en même temps. Donc là, c'est assez intéressant parce que vous voyez que l'article va s'écrire. Alors, ce qui marche très bien, par exemple, donc là, cas d'usage, j'ai bien vu, c'est un exemple de type plutôt rédaction, contenu, copywriting, etc., brainstorming au départ. Vous pouvez ici, vous pouvez le faire par morceaux, c'est-à-dire que là, je lui demande un article ou un paragraphe. Il y a des gens qui écrivent des livres entiers. Alors, évidemment, vous ne pouvez pas écrire un livre entièrement parce qu'il y a le contexte, etc., qui est limité. Par contre, il faut vraiment le faire par paragraphe. C'est-à-dire que il faut le faire par morceaux. Et c'est à vous, après, de savoir comment vous allez le découper en utilisant des techniques. Et puis, vous allez après les remettre ensemble et vous allez repasser la cohérence, etc. Donc, ça marche comme ça, vous voyez. Donc là, il va me dérouler ça. Ensuite, ce qui marche bien dans ce cas-là, si on imaginait que je dois aller plus loin dans cet article, vous prenez après les parties après partie, vous lui demandez de développer, vous lui demandez, vous le contraignez sur chaque partie. Là, maintenant, vous lui demandez, par exemple, de rajouter cette fameuse FAQ, de, par exemple, 10 questions-réponses que vous pouvez mettre là-dedans. From, point of view, of, customer, voilà. Donc là, ça va être normalement, il va se rappeler qu'on lui a demandé que les clients étaient des jeunes adultes d'Europe, etc. Donc là, il va faire ça, oui. Et du coup, après, vous pouvez très bien lui dire, maintenant que tu m'en as donné 10, tu m'en donnes 100. Et puis maintenant que tu m'en donnes 100, je sélectionne les 10 meilleurs, voilà.
Donc, vous voyez un peu l'esprit. Donc, c'est vraiment ça, en fait. Hein. Vous allez avoir la valeur, c'est quand vous allez, comme ça, pratiquer, et puis le itérer. Voilà. Ne vous arrêtez pas vraiment à la première impression. Au départ, vous allez peut-être penser qu'il répond un petit peu bateau, etc. Mais il faut réessayer avec les techniques que je vous ai montrées. Et donc, vous allez quand même arriver à quelque chose qui est intéressant. Voilà un petit peu pour ce que je peux vous montrer dans l'outil. Et je vais juste finir avec un petit récap. Comme ça, vous pouvez avoir des éléments sur comment l'adopter, je dirais, facilement. Le plus simple, c'est de commencer par une tâche que vous faites aujourd'hui. Vous tenez un journal et vous commencez à regarder la tâche. Et ensuite, vous lui demandez ce qu'il en pense et vous le faites faire. Et après, vous itérez ça. Et ensuite, vous écrivez un petit guide de prompt, mais à vous. C'est-à-dire, vous ne prenez pas un guide que vous trouvez sur Internet, parce qu'il y en a des milliers. Vous prenez un prompt qui marche pour vous et qui a bien fonctionné. Et ensuite, vous continuez avec plusieurs tâches, tout simplement. Et vous allez voir déjà que ça va être assez radical, le temps gagné. Ensuite, il y a les autres outils de la galaxie que vous verrez sur donc le site d'OpenAI. Et évidemment, lorsque vous êtes à l'aise comme ça avec le prompting, vous pouvez facilement le brancher avec vos applications. Hein. No code, ça marche très bien. Des outils comme Make, des outils comme Zapier et tout ça. Après, vous pouvez instancier votre bot. Et puis ensuite, quand vous êtes à l'aise, vous pourrez utiliser la notion d'agent et de pré-entraînement. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire dans le temps imparti. Merci de m'avoir écouté. On va essayer de prendre quelques questions. Et si vous souhaitez un accompagnement, vous avez mes coordonnées. Oui, merci Mathieu, c'est super intéressant, vraiment beaucoup d'infos. Et j'ai vu qu'il y a vraiment aussi pas mal de questions. Du coup, peut-être on ne va pas avoir le temps en fait de traiter toutes ces questions, mais peut-être quelques-unes. Et sinon, les gens peuvent te contacter aussi, c'est ça, sur LinkedIn, tu avais dit, peut-être tu pourras remettre dans le chat ton LinkedIn juste au cas où, tu vois, il y a des questions très importante. Alors, j'ai vu que, par exemple, Anthony, il voulait savoir, parce que lui, il n'a pas les options pour faire la recherche Bing, ni l'ajout de plugin. Il dit qu'il a la version payante. Il a testé sous Edge et le même résultat. Est-ce qu'il y a une manipulation à faire? Oui, très bonne question. Alors, il y a deux possibilités. Soit en fait, il y a une liste d'attente. Donc, il faut être sur la liste d'attente. Soit vous n'êtes pas encore, soit la liste d'attente n'est pas encore passée par vous, donc il faut attendre. Soit vous avez déjà accès, mais vous ne l'avez pas activé. Et ça arrive souvent parce qu'il n'y a pas eu de go live, on va dire, full. Ils ont fait ça assez discrètement. Donc pour là, en fait, il suffirait d'aller dans les options. Vous allez dans Settings, dans la barre d'options, à gauche, là où il y a la liste des prompts et tout ça, vous allez tout en bas dans Settings, et voilà, il n'y a qu'un bouton à Settings, ça c'est simple. Et là-dedans, vous allez dans Beta Features. Et dans Beta Features, donc c'est le deuxième bouton, hein, il y a effectivement deux petits boutons verts à mettre. Il y a Browse et Plugin. Donc normalement, en faisant ça, vous allez avoir accès. Et sinon, contacte-moi sur LinkedIn et je regarderai en fait. Trop bien, j'ai vite fait essayer de faire le petit sommaire comme réponse, très bien. Après, une autre question. Alors, Sophie, elle a dit « Bonjour, lorsque je demande à ChatGPT ses sources pour me répondre à mes demandes, il a du mal à me les donner. Parfois, elles sont fausses. Je me suis rendu compte qu'il y a des erreurs dans ses réponses et quand je lui dis, il s'excuse. Est-ce que c'est lié à la rédaction de mon prompt? Merci. » Ouais, c'est possible. Je peux regarder ça si tu veux m'envoyer. En fait, si tu es dans 3.5, honnêtement, il y a quand même une grande différence. Si c'est dans la version 4, ça marche déjà mieux. Il y a plusieurs possibilités. Un, c'est en anglais ou en français. Deux, effectivement, c'est le prompt, comme j'ai montré. Donc, soit il n'y a pas assez de contexte, soit le prompt est bien fait. C'est le domaine dans lequel il n'est pas assez entraîné, possiblement. Soit, dernière possibilité, il va falloir le contraindre et itérer plus. Mais si tu veux, montre-moi ça dans LinkedIn et je te regarderai. Ok, super, merci. Après, Nassim, il a demandé sur la question de lui proposer des éléments pour qu'il apprenne. On peut donc lui envoyer un ensemble de posts LinkedIn qu'on a déjà fait et lui demander des nouveaux posts basés sur ces posts, ouais. Soit lui partager nos clients partenaires actuels pour qu'ils nous en trouvent d'autres. Ouais.
Ouais, tout ça on peut faire. Deux possibilités. Soit vous le faites entre guillemets à la mano dans le prompt, comme je vous ai montré, donc vous lui donnez copier-coller, voyez, vos clients, etc. Alors attention, hein, là après, il y a l'histoire de la data privacy, c'est-à-dire que il faut vérifier si vous ne voulez pas que les clients et tout ça soit partagé, récupéré par OpenAI, il y a une option de type voilà, protection des données. Faites attention à ça. Mais à part ça, vous pouvez lui donner. Et ensuite, il va pouvoir aider. Alors, évidemment, ça marche mieux avec des plugins. Hein. Il y a des plugins de prospection qui marchent mieux parce qu'ils sont en direct. Et sinon, pour que ce soit plus efficace, l'API, parce que l'API, vous allez avoir beaucoup plus de puissance, en fait. Dans le prompt, ça va rester à la main, donc il va falloir le faire vous-même. Dans l'API, vous pouvez automatiser ça. Vous pouvez même le brancher à votre CRM ou avec votre prospection, et comme ça, ils vont parler ensemble. Ok, top. Merci pour la réponse. Après, comment faire de la veille sur une thématique si sa base de données s'arrête en 2021? Comment faire de la veille sur... Je pense si c'est l'ancienne version, du coup, sur peut-être un sujet qui est plus maintenant à l'actualité, comment Exactement. faire? Ouais, alors là, il vaut mieux utiliser alors deux possibilités, encore une fois, soit pour la veille comme ça, soit c'est avec le plugin, donc Bing, ça peut suffire parce que vous allez lui dire, voilà mon mot-clé, voilà ce que j'attends, donc vous avez compris l'histoire du chaînage et tout ça, et en fait, lui, il va se connecter, donc il va aller sur Bing, il va faire la requête, il va imaginer la requête qui va bien, il va vous donner les résultats, il va donc récupérer l'actu, et après, c'est la première possibilité, moi, ce que je fais, je les croise, donc je lui demande ça. En même temps, je lui demande de récupérer les podcasts, les vidéos YouTube, avec ce que je vous ai montré, vos scripts et tout ça. Vous faites ça en même temps et ça marche bien. Donc ça, c'est dans le chat. Et sinon, dans la version API, là, le plus simple, c'est que carrément, il soit branché en fait à un RSS. Comme ça, vous avez En fait, il faut utiliser la puissance de GPT et la nouveauté de l'actu. C'est les deux qu'il faut mettre ensemble. Ok, super. Et ChatGPT 4 a pour vocation de devenir gratuit? Je pense pas. Alors, je ne suis pas chez OpenAI et tout ça, mais je pense pas. Il y a un business model maintenant, je pense, qui est là. Honnêtement, c'est vraiment abordable. Si quelqu'un en veut l'utilisation, je pense que $20 par mois, avec ce que ça vous rapporte, évidemment, c'est vraiment quelque chose de rentable. Je ne pense pas que ça devient gratuit. Au contraire, je pense qu'en fait, la qualité et la scalabilité, c'est-à-dire, vous voyez, pour éviter d'avoir les messages de 25 prompts, par exemple, par 3 heures, tout ça, ce sera mieux quand en fait il y aura des versions qui seront payantes parce qu'il va y avoir des milliards d'utilisateurs et du coup en fait il y aura des meilleures infrastructures pour mettre tout ça à l'échelle. Ok, peut-être on va demander, comme c'est 17 heures pile, et vous poser une dernière question. Pouvez-vous expliquer un peu plus de température, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a d'autres paramètres de ce type? Oui, alors la température, c'est un paramètre qu'on peut mettre, comme j'ai fait, hein, vous avez vu, dans le prompt. Donc, mais on peut aussi le mettre dans l'API surtout. La température, en fait, ça va être l'ouverture. Donc, par exemple, si on lui demande un brainstorming, on aurait une température plutôt ouverte pour qu'on ait plein d'idées un peu farfelues. Et si vous voulez, au contraire, le contraindre, vous voulez, une fois que vous avez, par exemple, passé l'étape de brainstorming, si vous voulez qu'il écrive, si vous voulez qu'il vous donne des choses qui soient assez un peu comme dans un funnel, on va à un moment donné passer à la converger, là, vous baissez la température. Donc, tout ça, le mieux pour tester ça, c'est d'aller dans Playground que j'ai mis parce que c'est gratuit, je pense. Et là, vous pouvez tester la température. Il y a d'autres paramètres, notamment la répétition, la longueur maximum de token, et aussi les instructions d'assistant, je n'ai pas parlé, mais c'est d'autres types de prompts. On peut lui donner des instructions, des indices de manière décorrélée en fait du contenu. Ok, juste une dernière question. À un moment, tu as parlé d'une limite de 25 questions par jour. À quoi cela correspond-il? 25 prompts ou 25 questions dans un seul prompt? Comment est-ce que... Ouais, ça va être, dans ce cas-là, hein, ça change selon les jours. Là, aujourd'hui, par exemple, c'est 25 prompts par intervalle de 3 heures. Donc, maintenant, quand j'aurai posé 25 prompts, j'aurais marqué 25 fois, j'aurais pu se montrer, il va m'arrêter et il va me dire merci de revenir à 20h, dans 3 heures. Ok, cool. Super, bon, je pense que là, peut-être on va s'arrêter là, mais merci beaucoup d'avoir pris le temps, Mathieu, aussi de répondre à toutes ces questions. Voilà, tout le monde, si vous voulez parler directement à Mathieu, il y a son LinkedIn dans le chat.
Si vous avez d'autres questions, vous pouvez aussi regarder sur Malte si vous avez des questions là-dessus, support@malte.com. Il y aura aussi quelqu'un qui va vous répondre, bien sûr. Et aussi, il y aura un petit questionnaire qui sera envoyé demain dans le mailing. Du coup, si vous avez d'autres idées pour d'autres webinaires, si vous avez des suggestions, des commentaires concernant notre Malte Academy d'aujourd'hui, n'hésitez pas. Et merci de nouveau d'avoir été là, d'avoir resté jusqu'à maintenant. Merci beaucoup encore une fois à toi, Mathieu, d'avoir pris le temps pour ton engagement en fait aujourd'hui, de nous avoir donné du soutien. Et j'espère de vous revoir dans une autre Malte Academy du coup.